effet, c'est une grande fierté. Le gain, quand même, pour les clients était de 150 000 € quand même, ce qui n'est pas neutre. Ah oui. Voilà, après 5 ans de procédure, il le méritait bien. Donc ça, c'est ma plus belle réussite, entre autres. Un échec, alors j'ai eu quelques échecs, donc là on fait une belle petite analyse pratique pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. La dernière, je suis toujours en interrogation et me contrarie encore aujourd'hui, puisque je suis maintenant en communication avec un des partenaires bancaires. Alors ce que je pense, hein, tout en étant objective, simplement, vous voyez, nous avons tous des personnalités différentes, et là juste l'ego d'un chargé d'affaires, un peu démesuré, qui a pris des propensions, à mon avis, démesurées et déplorables, au détriment du client. Alors au détriment du client qui sera finalement au détriment de la banque, hein, parce que finalement la perdante, ça va être la banque. On s'est retrouvé dans une situation de no communication, soutenue par la direction qui, à mon avis, n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc j'ai demandé en fait à être reçue pour s'expliquer parce que les échanges par mail sont déplorables. Hein, on sait très bien qu'en termes de communication, on n'arrive pas forcément à passer ce que l'on veut passer dans un échange mail, et donc une communication orale, surtout dans ces conditions-là, me sont plus adaptées. Ça a été refusé, et ce que je trouve vraiment regrettable. Donc ça, c'est un échec. Parce qu'aujourd'hui, en effet, donc sur la place, là, je n'ai plus ce partenaire-là. Je trouve ça dommage pour la banque, parce que moi je ferais 100, voilà, c'est dommage pour la banque. Alors c'est dommage pour mes clients, puisque je ne pourrais plus proposer ce partenaire-là, parce que si je me retrouve dans cette même situation-là, quelles que soient les agences, ça ne sera pas en accord avec mes valeurs, donc je ne pourrais plus en effet m'adresser à ce partenaire. Voilà, donc j'espère que ça va changer, j'espère qu'on va renouer des relations saines et sereines pour le bien de tous. Mais voilà, donc un cas de développement personnel qui pourrait être adapté pour se charger d'affaires. Voilà, en comprenant les personnalités, en étant en écoute active et en acceptant peut-être de se remettre en question et pensant, voilà, sans penser que parce qu'on travaille à la banque, on est dans une institution en effet énorme, qu'on a le droit à tout. Et voilà, travailler la communication. Parce que ça me fait penser aussi que si ça se passe mal avec toi et avec l'autre personne, peut-être qu'avec ce chargé d'affaires-là, ça se passe mal aussi avec d'autres clients, sans doute. Oui, alors, alors en fait, cette cliente m'a appelée parce qu'il n'y avait plus de communication que ce chargé d'affaires. Donc voilà, moi j'ai pu éprouver en effet la non-communication. Alors l'entretien s'est bien passé, alors plus ou moins bien passé. En effet, il y a eu des tensions, mais dans ce genre d'entretien, il y a toujours des tensions. Mais à la fin de l'entretien, j'étais pourtant sereine en me disant, c'est bon, on a réussi à rétablir une communication à un équilibre. Le problème, c'est qu'après, cette personne était ni joignable par téléphone, impossible, donc on a dû communiquer par mail. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas une part de responsabilité dans cet échec, hein, attention, parce que là, je vais parler que de la banque, mais en effet, moi, quand je fais des relances, au bout d'un moment, je suis moins sympa, donc je suis beaucoup plus poussive. Et je savais qu'avec le dernier mail que j'envoyais, j'avais un risque, compte tenu de la personnalité de cette personne, mais je ne trouvais pas d'autres moyens pour pouvoir obtenir une réaction et une réponse. Le problème, c'est que ça a dégénéré au-delà de ce que je pensais. Voilà. Alors, à partir du moment où on ne me laisse pas la possibilité de m'adresser à une personne qui est en écoute et qui est dans la même démarche que moi, on est en non-communication. Donc, j'attends. Voilà, j'ai fait appel à un ancien directeur avec lequel je travaillais parce que là, j'ai une problématique pour un client, il faut que je passe par cette banque-là, donc c'est pas grave, nous avons travaillé sur Paris. Et voilà, je lui ai dit que je regrettais la dégradation des relations depuis son départ. Il m'a dit qu'il les regrettait aussi parce que ça se passait bien jusqu'à présent. On verra si ça change certaines choses. Il faut attendre un changement de direction. Voilà, quelquefois, c'est lié juste à une personne. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça peut être lié à l'humain. Voilà. Ouais. Malgré tous les efforts que l'on peut faire, on ne maîtrise pas tout. Donc voilà, ça, pour moi, c'est vraiment un échec. J'ai failli dans la mission de l'établissement de la relation de communication. Est-ce qu'on n'apprend pas beaucoup aussi de ces échecs? Alors, on apprend de ces échecs, si ce n'est que aujourd'hui, quand je dis que je suis contrariée, c'est que je me dis, parce que c'est bien de se remettre en question, maintenant aussi, il faut que les trois parties, les deux parties, parce que le client en dehors de la chose, se remettent en question. Et là, ce qui est compliqué pour moi, c'est que je me dis, si j'avais pu faire autrement, comment aurais-je pu faire? Et là, j'ai pas de réponse. Puisque j'ai essayé d'appeler,
Impossible. Alors, alors, la question c'était, est-ce que je passe par une autre personne au sein de la banque Mhm. avec le risque de mettre en porte-à-faux cette personne? Et vous voyez, ce qui est frustrant, c'est que si j'avais pu rencontrer cette personne ou sa hiérarchie pour expliquer ça, je pense qu'ils auraient pu comprendre la raison pour laquelle j'ai envoyé cette bombe. Bombe, j'exagère un peu. Lui, il a pris ça comme une bombe, mais moi, je l'ai après 10 relances par mail et téléphone. Au bout d'un moment, en effet, on perd patience au quand bout même. de 3 mois d'attente, je trouve qu'on a été quand même patient, tolérant. Voilà. Ce monsieur était dans l'empathie et trouvait, on se connaît, voilà, on se connaît bien, je connais bien la cliente à titre personnel, etc. Alors, je ne sais plus comment il a formulé, mais il était pleinement dans l'affectif. Et j'ai eu le malheur de répondre que, ok, on se connaît, mais on est dans des relations professionnelles et que dans ces cas-là, on doit rester dans la posture professionnelle. Et ça, j'en démords pas. Mais voyez, écrit et dit, c'est différent. Voilà. En fait, on s'aperçoit en développement personnel que là où c'est le plus difficile d'interagir avec les professionnels ou les personnes qui se veulent professionnelles, c'est quand elles sont trop soit que dans l'affectif, soit que trop dans la posture logique, avec des principes trop rigides. Et quand il n'y a que l'un ou que l'autre, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que la personne n'est pas souple en fait. Voilà. Enfin, je suis empathique, hein, moi, de base. Hein. Donc voilà, je suis empathique, si ce n'est que quand je suis dans l'activité professionnelle, j'ai ma posture professionnelle qui ne m'empêche pas d'être empathique. Et alors, être dans l'affectif, après, ça dépend ce qu'on entend par affectif. Moi, je refuse de mettre de l'affect dans ce que je fais quand je. Parce que sinon. Ça peut être de la vexation, ça peut être aussi faire des choix de personnes en disant je préfère telle personne ou telle personne, et là, ça peut être dévastateur. Oui, alors moi, dans le cadre de ma profession, voilà, pourquoi je vous dis j'ai une posture professionnelle, je ne fais pas d'affect, parce qu'il y a des chargés d'affaires qui sont super sympas, et je me dis, oh là là, et quand le client, et quand je fais mes restitutions, puisque je les vois souvent seuls, mon chargé d'affaires, je ne veux pas favoriser un chargé d'affaires plus qu'un autre. Parce qu'il est sympa. Parce qu'il est sympa, parce que je trouve qu'il est bien, etc. Et ça, c'est très difficile, ça demande un grand travail en fait sur soi, de prise de recul, parce qu'il y a le conscient et l'inconscient. Donc consciemment, on va réussir à faire son truc, mais comment lutter contre l'inconscient? Et ça demande un grand travail. Donc moi, j'ai des process que j'ai mis en place pour rester un maximum objectif. Alors ceux qui témoigneront le mieux, ce sont les clients, quand ils voient les restitutions que je fais, notamment lors des recrutements des partenaires. Parce qu'il serait facile pour moi, en effet, de mettre des commentaires, des allusions, etc., qui vont favoriser un partenaire plus qu'un autre, parce que je vais estimer qu'il est adapté au client. Or, c'est pas parce que j'estime qu'il est adapté qu'il est vraiment adapté. Donc, je fais une restitution objective, c'est une contrainte que je m'impose, mais qui fait aussi la réussite de mes missions, et le client va pouvoir donc choisir en connaissance de cause et en toute objectivité son partenaire. Mais c'est la posture professionnelle, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Le développement personnel, c'est ce que ça apporte. On se connaît, on sait comment on fonctionne, on sait comment fonctionnent les autres, et ça va nous aider à adopter une posture professionnelle et du coup à rester objectif, surtout sur ce genre de mission. Enfin, je pense. Je sais que tu fais beaucoup de réseaux dans l'Oise aussi, en Picardie et peut-être aussi en région parisienne. Oui. Tu peux nous en parler un peu ? Alors, le réseau, donc moi, ma démarche commerciale, c'est le réseau. Hein. Alors, j'ai été accompagnée par un coach d'affaires pendant un temps, que j'ai dû faire souffrir, qui m'a fait souffrir, mais j'ai dû faire souffrir, parce que moi, j'étais pleinement convaincue que la seule démarche commerciale adaptée à mon activité, c'était le réseau. Lui n'était pas pleinement convaincu, donc j'ai joué le jeu, j'ai pratiqué différentes démarches commerciales, comme la prospection, des tests, enfin, voilà, j'ai fait... Et il n'y a que le réseau qui fonctionne. Je touche à l'argent. C'est un sujet tabou en France, on ne parle pas d'argent. Et puis de toute façon, les personnes, même si on parle d'argent avec elles comme ça en porte-à-porte, elles ne connaissent pas, la confiance n'est pas établie, donc ils me diront tout et n'importe quoi, et voilà, on ne pourra pas proposer une mission adaptée dans ces conditions-là. Donc il n'y a que le réseau. C'est long. On est un peu comme les agriculteurs, vous voyez, on va semer des graines, on va arroser, et puis après ça va pousser, et puis après ça se multiplie. Et le réseau, c'est exactement ça. Donc moi, je sais que sans me lancer des fleurs, je fais ça naturellement parce que j'aime bien aller à la rencontre des gens. J'aime bien discuter avec les gens parce que je suis très curieuse intellectuellement. Et voilà, j'aime apprendre l'expérience des uns et des autres, des différentes activités professionnelles. De mon métier, quand j'étais employée de banque, c'est ce que j'aimais. Quand j'étais chargée d'affaires professionnelles ou directeur d'agence, et quand je rencontrer des chefs d'entreprise et qui m'expliquaient leur métier. J'adorais découvrir leur métier. J'allais en entreprise pour comprendre concrètement
comment fonctionnaient les entreprises pour comprendre les conséquences, les contraintes et pour pouvoir mieux les accompagner. Voilà, donc aujourd'hui, je continue en faisant du réseau pour m'intéresser en fait aux personnes, voilà, les réussites, les échecs. Je trouve que c'est une source de richesse personnelle et professionnelle extraordinaire. Voilà, donc en effet, je suis dans beaucoup de réseaux de chefs d'entreprise. Dans l'Oise. Tu peux les nommer oui, je peux les nommer. Donc il y a le club Polygone, donc je suis notamment membre de bureau. Donc là, je suis impliquée activement dans le développement du club. Je contribue à le développer, à l'animer. Je suis au club des entrepreneurs de Compiègne. Voilà les deux principaux. Après, je suis pas mal invitée. Hein, vous savez, on vous invite dans différents clubs. Donc dès que je suis invitée, moi j'y vais. Donc je suis souvent aux réunions BNI, aux grands messes du BNI, qui sont très riches d'enseignement. En plus avec une culture différente, hein, une culture plutôt anglo-saxonne que française. Donc moi je trouve que c'est très très intéressant de confronter les différentes formes de business, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Club CGPME, entreprendre au féminin, et puis le club business PME aussi de Senlis. Voilà. D'accord. Je pense que j'en ai pas oublié, mais en fait j'en fais tellement. Alors après je peux aller aussi à Roissy 2.0, voilà, il y a des animations, des soirées organisées, j'y vais. Il y a Entreprendre pour apprendre, pas Entreprendre pour apprendre, ça c'est une autre association pour laquelle j'interviens en tant que jury des mini-entreprises chaque année quand je peux. Là, c'est une expérience extraordinaire que je recommande à tous les chefs d'entreprise, de voir des jeunes de la 6e à la 3e et certains lycéens qui montent de vrais projets d'entreprise et qui prennent la casquette, la posture chef d'entreprise. De la 6e à la 3e. Ah oui, c'est extraordinaire. Et là, moi, ça me rassure sur la jeunesse actuelle. Et je me dis qu'il y a quand même des jeunes extraordinaires. Et ça, c'est une journée qui me fait un bien fou. Quel conseil tu donnerais justement à des jeunes entrepreneurs? Alors, deux genres de conseils, je veux dire, celui comme toi, tu es entrepreneur, mais aussi le conseil par rapport au financier, au côté financier, enfin, deux choses différentes. Toi, en tant qu'entrepreneur, quel conseil donnerais-tu en tant qu'entrepreneur? Et par rapport à ta posture de coach sur la partie financière. Financière. Alors, donner un conseil comme ça à un entrepreneur, ce n'est pas évident parce que les entrepreneurs qui se lancent n'ont pas tous les mêmes problématiques. Pour échanger avec plusieurs d'entre eux, je n'ai pas toujours les mêmes conseils. Alors moi, la première, c'est que, ça c'est juste un avis personnel, c'est que moi j'estime qu'il y a les chefs d'entreprise nés, ce qu'on appelle le chef d'entreprise, et celui en effet qui va créer son entreprise, qui est un bon professionnel et qui va essayer d'adopter la posture du chef d'entreprise. Il y en a certains, c'est pas inné. Hein. Alors la première chose, c'est d'avoir conscience de cela. Alors il y a de très bonnes formations. Moi, je suis très favorable quand on lance sa première entreprise de suivre une formation à la création d'entreprise, parce que ça stimule la réflexion, ça nous oblige à réfléchir sur les points qui nous dérangent, parce que nous sommes des êtres humains. Quand on aime, on y va à fond, et puis les choses que l'on n'aime pas trop, on les met de côté, et c'est peut-être ça qui fait que vous allez réussir ou rater. Donc c'est hyper important, en effet, de se poser les bonnes questions, voilà, parce que la question que l'on doit se poser qui nous dérange, on ne se la posera pas. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de travailler en profondeur son projet et d'être honnête avec soi-même, c'est-à-dire que ne pas se voiler la face et pas faire l'autruche. Alors il y a un très bon exercice à faire qui s'appelle la roue des compétences, c'est-à-dire identifier les compétences que l'on a et celles que l'on n'a pas, et sur celles que l'on a et que l'on n'a pas, ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas faire. Parce que ce que vous n'avez pas et ce que vous n'aimez pas faire, eh bien, vous me direz ce que vous voulez, on est des êtres humains, on ne le fera pas.